Donc on s'arrange pour avoir une infinité de variables de chaque type. Et on utilisera une notation, un raccourci. Je mettrai a en exposant sur une variable pour sous-entendre que je la prends dans l'ensemble des variables de type a. On définit alors ce qu'est un terme de type a par les règles suivantes. Une variable est de type a si on l'a prise dans l'ensemble des variables de type a. Une abstraction, c'est censé représenter une fonction. Donc si le corps de ma fonction est de type b, et que je fais une abstraction, donc je représente une fonction qui dépend d'une variable de type a, ce que j'obtiens c'est une fonction de a dans b. Et si j'ai un terme qui est une fonction de a dans b, et un autre terme qui est un élément de type a, alors en appliquant ma fonction à cet argument, j'obtiens un terme de type b. Encore une fois, j'insiste, je parle de fonction, mais ce n'est qu'une intuition ici. Le typage est une relation que j'introduis entre les termes et les types, suivant ces trois règles. Notez que la relation de typage que je viens d'introduire est fonctionnelle, c'est-à-dire que si un terme t est de type A, alors c'est le seul type possible pour t. En effet, j'ai un seul type possible pour chaque variable. Le type d'une abstraction dépend uniquement du type de la variable que j'abstrais et du type du corps de la fonction. Et enfin, le type de sortie, le type d'une application, dépend uniquement du type de la fonction et du type de l'argument. On peut donc associer à chaque terme son type lorsqu'il existe, mais notez bien que tous les termes ne seront pas bien typés, parce que pour que S appliqué à T soit bien typé, j'ai une contrainte, il faut que le type du terme que je donne en argument soit compatible avec le type de la fonction que j'utilise. Donc si j'ai un terme T avec un choix de type pour chacune des variables, et que j'arrive par les règles précédentes à lui donner un type, je dis qu'il est bien typé, et sinon je dis qu'il est mal typé. Notez que ma définition précédente du typage, c'est une définition inductive, et donc je peux la ramener à un système de règles pour le typage. Donc la règle qui dit qu'une variable de type A a le type A, la règle qui dit que si S est de type B, alors l'abstraction sur une variable de type A sur S est de type A flèche B, et si S est de type A flèche B et T est de type A, alors S appliqué à T est de type B. J'insiste, le seul endroit où le typage peut échouer, c'est ici, puisque je dois respecter la contrainte que le type de mon argument, A, c'est le type d'entrée de ma fonction. Regardons quelques exemples. Je vais reprendre les termes que j'avais utilisés comme exemple pour introduire le lambda calcul pur, non typé, et je vais leur donner des types. Par exemple, l'identité a bien le type d'une fonction de A dans A, où A est le type de la variable sur laquelle j'abstrais. En effet, quand x est une variable de type A, le corps de la fonction, qui est réduit à x, est de type A. Le terme k, j'ai deux abstractions. Donc en toute généralité, je prends une variable de type A, une variable de type B, et je renvoie la première variable, qui est de type A. Ça me dit que k, si je choisis A comme type de la première variable et B comme type de la deuxième variable, ça a le type d'une fonction qui prend un argument de type A, un argument de type B, et qui retourne un résultat de type A. 0 c'est symétrique, comme je renvoie le deuxième argument, c'est du A flèche B flèche B. Je prends le terme 1, je prends un argument f, un argument x, et je renvoie f appliqué à x. Donc pour ça, il faut que f est un type fonctionnel. Notons A flèche B. Et comme je donne x comme argument, il faut que x ait le type qu'attend ma fonction en entrée. Donc mettons A. À ce moment-là, f appliqué à x est de type B. Et donc j'ai un argument de type A flèche B, un deuxième argument de type A, et je renvoie un résultat de type B. Pour la composer, j'ai le type attendu. Je prends deux fonctions comme argument, la première de type A flèche B, la deuxième de type B flèche C, et quand je les compose, j'obtiens une fonction de type A flèche C. En effet, si j'abstrais sur une variable de type A, j'applique ma première fonction à cette variable, ça fait du B, j'applique ma deuxième fonction à ce résultat, ça fait du C, donc j'obtiens une fonction de type A flèche C. Pour S, c'est un peu plus tordu, mais c'est très similaire. Je prends une fonction qui attend deux arguments, un de type A, un de type B, et qui renvoie du C. Je prends comme deuxième argument une fonction qui attend du A et qui renvoie du B.
Et avec ça, je vais fabriquer une fonction de A dans C, c'est-à-dire je prends un argument de type A, en appliquant ma deuxième fonction à cet argument, j'obtiens du B, et en appliquant la première fonction à l'argument de type A et au résultat de type B, je fabrique du C, donc du A flèche C ici. Et enfin pour 2, je vais prendre une fonction et je l'applique successivement 2 fois à un argument. Donc notons A le type de l'argument X. Ma fonction, elle doit manger du A pour que f appliqué à X soit bien typé. Mais ce résultat, je vais le redonner à manger à ma fonction f, donc il faut que ce résultat lui-même soit de type A. C'est donc que ma fonction f, là, a le type A flèche A. Donc, quand j'ai f de type A flèche A et x de type A, f de x est encore de type A, et f de x est encore de type A, donc ça fait une fonctionnelle qui attend une fonction de type A flèche A, un argument de type A qui fabrique un résultat de type A. Je viens de décrire assez rapidement et intuitivement le typage de chacun de ces termes, un typage possible une fois qu'on a choisi les types des variables abstraites. Mais je vous engage à faire une pause et à bien vous assurer qu'on obtient ces types-là en utilisant les règles de dérivation que je vous ai données tout à l'heure, une pour la variable, une pour l'abstraction, une pour l'application. Donc vous écrivez les arbres correspondant à chacun de ces typages. Maintenant, regardons plus attentivement les types que j'ai associés, les typages possibles que j'ai associés à 0, 1 et 2. Notez que ce n'est pas exactement les mêmes, alors que 0, 1 et 2, on peut les penser comme trois exemples d'un mécanisme plus général qui est l'itération, et qui est représenté par les entiers de Church. Donc l'idée c'est que 2, c'est une fonctionnelle qui attend une fonction et qui renvoie son itéré deuxième. Et on peut considérer 1 comme la fonctionnelle d'itération une fois, donc l'identité sur les fonctions, et 0 comme l'itéré 0 fois, donc qui attend une fonction et qui renvoie l'identité. Je peux ramener tous ces exemples à un même type en regardant des cas particuliers de 0 et de 1. Donc, ici, je dis je prends une fonction et je renvoie son itéré zéroième, donc l'identité. Pour faire ça, de manière typée, il faudrait que je renvoie une fonction au même type. Donc, une fonction qui peut s'itérer, c'est une fonction qui a un type flèche, mettons b flèche b, qui a le même type de départ et le même type d'arrivée. Donc si dans le terme 0 ici, je remplace a par b flèche b, j'obtiens un type qui me dit je prends une fonction de b dans b et je renvoie une autre fonction de b dans b qui est son itéré zéroième. Même chose pour 1, j'ai donc dit que c'était l'identité sur les fonctions, mais si je la restreins au cas d'une fonction qui est itérable, c'est-à-dire pour laquelle le type d'entrée et de sortie est le même, mettons b, j'obtiens le même type que précédemment, b flèche b donne b flèche b. Et donc dans le cas où je regarde 2 au type b au lieu de regarder au type a, on voit bien ici que les trois entiers de Church 0, 1 et 2, si on choisit correctement le type d'entrée, le type des variables abstraites, se situent tous les trois au même type qui est le type des itérateurs. Je prends une fonction itérable et je renvoie une fonction du même type. Jusque-là, on n'a regardé que des exemples pour lesquels on pouvait choisir les types des variables de manière à ce que ça soit typé. Il existe des exemples qui ne sont pas typables. Par exemple, delta, quel que soit le type que je choisis pour la variable abstraite, je ne réussirai pas à le typer. Si ça ne vous paraît pas évident, eh bien, regardez à quoi ressemblerait une dérivation montrant que delta est bien typé. Et vous verrez qu'il n'y a pas de type A pour la variable x qui assure que cette dérivation existe. On va maintenant préciser le lien entre le typage et la réduction. Et donc en premier lieu, la substitution. La première chose à voir, c'est que si on a un terme de type B, et que dedans on remplace une variable de type A par un terme de type A, alors le terme substitué est aussi de type B. Ça se fait très simplement par une induction sur le terme dans lequel on substitue. S'il est réduit à une variable, alors si cette variable c'est celle par laquelle on substitue, on obtient un terme du bon type, puisque c'est l'hypothèse.
Si c'est une variable différente, la substitution ne change rien, donc on ne change pas le type. Et ensuite, cette propriété passe à travers l'abstraction et l'application sans difficulté. Une fois qu'on a ça, il est facile de voir que la réduction préserve le typage. C'est-à-dire que si on prend un terme typé, bien typé, et qu'on le réduit, alors on obtient un terme bien typé et du même type. Par contre, la réciproque ne fonctionne pas. La typabilité n'est pas stable par bêta équivalence, seulement par bêta réduction. Et c'est facile à voir, hein, je vous encourage à chercher un exemple, c'est extrêmement simple. Vous partez d'un terme T, bien typé, et vous cherchez un terme S qui s'y réduit et qui lui serait mal typé. Vous avez au moins un exemple de terme mal typé sous la main, delta. Il n'y a plus qu'à trouver comment utiliser ça. On a vu que les lambda termes sans typage pouvaient être compris comme représentant des fonctions calculables et des fonctions partielles. L'idée du typage, c'est de revenir à des fonctions totales avec l'idée qu'un terme de type a flèche b, c'est une fonction de a dans b. On va formaliser cette intuition, et vous allez voir, c'est quasiment une lapalissade, c'est complètement transparent. On commence par dire qu'à chaque type de base, on associe un ensemble, qui est son interprétation. Et ensuite, on interprète le type a flèche b comme l'ensemble des fonctions de l'interprétation de a dans l'interprétation de b. Et ce qu'on va montrer, c'est qu'un terme de type a, c'est un élément de l'interprétation de a. Donc plus généralement, nos termes ont des variables libres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque terme de type b construit à partir de variables libres de type a1 à n, on va associer une fonction du produit des AI dans b. C'est-à-dire une fonction qui prend en argument un n-uplet d'éléments, a1, petit a1, petit a n, donc petit ai est un élément de l'interprétation de grand AI, et qui produit un élément de b. Dans le cas de la variable, il s'agit nécessairement d'une variable choisie parmi x1, etc., xn, et le type correspondant, c'est le type AI. Donc si je prends la variable xi, son type c'est AI. Donc pour fabriquer un élément du type AI, j'ai qu'à projeter sur la im composante du n-uplet. C'est-à-dire au n-uplet a1, etc., n, j'associe l'élément AI. Pour l'abstraction, ce que j'ai, c'est je pars d'un terme S sur lequel j'abstrais sur une variable A. Ça signifie que dans ce terme S, j'ai une variable X de type A supplémentaire. Ça signifie que l'interprétation de S, je la calcule sur le n-uplet, x1, etc., xn, et aussi x. Okay, j'obtiens une fonction qui dépend de n plus une valeur. Ce que je dois fabriquer, c'est une fonction qui prend n valeurs en entrée, a1, etc., à n, et qui fabrique une fonction de a dans b. Une fonction de a dans b, c'est un truc qui prend un argument, petit a, et qui fabrique un élément de b. Cet élément de b, je le fabrique en appliquant l'interprétation du corps de fonction, donc S, d'abord au n-uplet a1 à n, dont je dépends, et ensuite à l'élément petit a dans le type grand A. Donc ce que fait l'abstraction, ici, c'est transformer une fonction qui dépend de n plus une variable et à valeur dans b, en une fonction qui dépend des n premières variables, et qui renvoie une fonction de a dans b. Ça correspond parfaitement avec l'intuition de l'abstraction. S ici est une expression dont la valeur dépend de la valeur de la variable x. Lambda xs, c'est la fonction qui a une valeur de x associe la valeur de s correspondante. Pour l'application, on a un terme s de type a flèche b, un terme t de type a, le tout avec des variables libres x1, etc., xn. Quand je choisis une valeur des paramètres x1, etc., xn, donc cette valeur je vais l'appeler a1, etc., à n, donc a flèche. Donc l'interprétation de s, quand je l'applique à ces valeurs, me donne un élément de l'interprétation de a flèche b, c'est-à-dire une fonction de l'interprétation de a dans l'interprétation de b. L'interprétation de t, quand je l'applique à ces valeurs, me donne un élément de l'interprétation de a. Donc en appliquant ma fonction de a dans b à cet élément de a, j'obtiens un élément de l'interprétation de b.
Ainsi, on a formalisé l'intuition qu'un terme de type a flèche b représente une fonction de a dans b, et plus généralement, un terme de type b avec des variables libres de type a1, etc., an, représente une fonction des interprétations des AI vers l'interprétation de b. Un point important, c'est que cette interprétation est compatible avec le calcul, avec la bêta-réduction et la bêta-équivalence. En effet, si j'ai deux termes bien typés et bêta-équivalents, alors ils ont le même type. Ça c'est clair parce que par confluence, ils ont un réduit commun, et ce réduit commun a le même type que mes deux termes. Donc si je pars de deux termes bêta équivalents et de même type, alors leurs interprétations au sens précédent sont les mêmes. Ils représentent la même fonction. Comme la bêta équivalence est la fermeture réflexive, symétrique et transitive de la bêta réduction, il suffit de regarder le cas de la bêta réduction pour l'établir, ce résultat. Donc ce qu'on veut montrer, c'est que si S se bêta réduit en S' et S est de type A, on sait que S' est aussi de type A, et en plus, les interprétations de S et de S' sont les mêmes. Le seul cas où il y a un vrai travail à fournir, c'est celui du redex. Dans le cas d'un redex, ce qu'on a, c'est lambda xs appliqué à t, qui se réduit en s où je remplace x par t. Si je regarde ce qu'est l'interprétation du redex, donc lambda xs appliqué à t, lambda xs, donc c'est la fonction qui, étant donné un certain nombre de paramètres à flèche, là, prend un élément petit a et renvoie s appliqué à flèche et à a. Donc si celle-là, je l'applique à t, ce que j'obtiens, c'est, suivant les paramètres à flèche, l'interprétation de s appliquée à l'interprétation de t. Donc ce que j'ai à droite de l'égalité ici, c'est bien l'interprétation de lambda xs appliquée à t. Et ce qu'on démontre, par induction sur le terme s, c'est que cette interprétation, c'est la même que celle de la substitution. Donc pour le cas du redex, l'interprétation est invariante, et ensuite tout se passe bien inductivement. Ce qu'on obtient ainsi, c'est donc une interprétation des termes typés qui est invariante par bêta réduction. On a remplacé la réduction par une égalité. Ce genre d'interprétation, ça s'appelle une sémantique dénotationnelle, c'est-à-dire une interprétation de nos objets qui est invariante par la dynamique, donc qui capture des invariants de l'évaluation ou de la réduction des objets. L'exemple qu'on vient de regarder, c'est le plus basique et en un certain sens le moins intéressant parce qu'il ne capture que l'intuition la plus élémentaire sur les lambda termes. Si on pousse la chose plus loin, on va commencer à chercher des propriétés des fonctions qui sont les interprétations de lambda termes. Et ce domaine-là, c'est un sujet de recherche très fructueux, et c'est en particulier le cœur du cours d'option sémantique dénotationnelle et logique linéaire qui est proposé au second semestre. Notez qu'on peut aussi s'intéresser à des sémantiques dénotationnelles pour le lambda calcul non typé, ou plus généralement pour des lambda calcul typés auxquels on rajoute des opérateurs qui font que les fonctions qu'on interprète ne sont plus nécessairement totales. Mais si par exemple on regarde le cas non typé, l'idée de l'interprétation ensembliste ne peut plus fonctionner. En effet, regarder le calcul non typé, c'est la même chose que de dire qu'on va typer tout le monde avec le même type. Et donc trouver une interprétation fonctionnelle pour ça reviendrait à trouver un ensemble tel que les fonctions de cet ensemble dans lui-même sont des éléments de cet ensemble. Et ça c'est impossible pour une bête question de cardinalité. Jusque-là, j'ai utilisé un formalisme pour le typage qui consiste à choisir à l'avance le type de chaque variable et ensuite à regarder si les termes qu'on considère sont bien typés. On peut prendre un point de vue un peu différent qui consiste à conserver les lambda termes usuels, donc les variables sans aucune contrainte de typage, et à se poser la question pour chaque lambda terme pur, sans type, est-ce qu'il y a un moyen de le typer? Est-ce qu'on peut choisir le type des variables libres de sorte que le lambda terme soit typé? La première version, celle où on fixait les types des variables à l'avance,
On appelle ça le typage à la Church, du nom de Alonzo Church, qui est l'inventeur du lambda calcul. Et la version qu'on va regarder maintenant, donc celle où le typage est quelque chose d'externe, on l'appelle généralement typage à la Curie, du nom de Haskell-Curry, qui est un autre grand nom du lambda calcul. Formellement, dans le typage à la Curie, on va considérer des jugements de typage. Un jugement de typage nous dit qu'un terme est d'un certain type dans un contexte de typage. Et un contexte de typage, c'est un choix d'un nombre fini de variables, et pour chacune de ces variables, la donnée d'un type. On peut donc lire gamma thèse S de point A comme S est de type A, en supposant que x1 est de type A1, etc., xn est de type AN. On se donne alors des règles de typage. La règle de variable qui nous dit si on a supposé que x est de type A, alors x est de type A. La règle de l'abstraction qui nous dit si S est de type B en supposant que x est de type A, alors l'abstraction lambda xs est de type A flèche B. Et enfin, si S est de type A flèche B et T est de type A, tous les deux dans un même contexte de typage, alors dans le même contexte de typage, l'application de SAT est de type B. La seule nuance par rapport au typage à la Church, c'est donc que le type de chaque variable est temporairement fixé par le contexte plutôt que déterminé une fois pour toutes. Et donc, dans l'abstraction, lambda x s, le type de x n'est pas déterminé à l'avance. On peut faire ici deux remarques rapides. La première, c'est que si j'oublie les termes et les variables dans ces trois règles, vous reconnaissez la règle d'axiome, la règle d'introduction de l'application et la règle d'élimination de l'application. On y reviendra brièvement ensuite. Et la deuxième, c'est que ce typage n'est plus uniquement déterminé par le terme. L'identité a le type A flèche A pour tous les types A. Parce que dans l'identité, c'est lambda x, je n'ai pas déterminé à l'avance le type de la variable. Donc la relation de typage qu'on obtient, elle n'est plus fonctionnelle. La question de savoir si un terme admet un certain typage, c'est ce qu'on appelle le problème du typage, devient beaucoup moins direct que dans la version à la Church. Donc pour distinguer les deux choses et clarifier, je dirais terme pur quand je considère les lambda termes usuels, sans typage a priori des variables. Et quand j'ai un terme pur, je dis qu'il est typable si je peux trouver un contexte de typage et un type, de sorte que ce terme est du type donné dans le contexte de typage donné. Dans cette version, savoir si un terme pur est typable, ça se ramène à de la simple résolution de contraintes équationnelles. Je peux me donner comme inconnu les types des variables libres et liées dans ce terme, et les règles d'application imposent alors des contraintes sur ces types de variables. Alors, regardons sur un exemple. Je prends le terme 2, et j'essaye d'en donner tous les typages possibles. Donc je me demande s'il est typable, et s'il est typable, à quoi ressemblent ces types. Un arbre de dérivation de typage pour ce terme est nécessairement de la forme qui est fixée par le terme. J'ai une règle d'abstraction pour chaque abstraction, une règle d'application pour chaque application, et une règle variable pour chaque occurrence de variable. Donc le terme 2, c'est lambda f, lambda x, f appliqué à x. Donc j'ai deux abstractions. Ensuite, j'ai une application de la variable f au terme f appliqué à x, qui est constituée d'une application de la variable f à la variable x. Donc si j'ai le terme, je connais à l'avance la forme des arbres de typage qui existent, s'ils existent. Maintenant, je vais fixer une inconnue, un type inconnu pour chacune des variables. Donc f et x. Je vais dire que petit f est de type grand F et petit x est de type grand X. Donc je connais la conclusion de mes règles variables. C'est simplement le type de la variable que j'ai fixé dans le contexte. Une fois que c'est fait, je peux exprimer les contraintes qui me sont données par les règles d'application. Par exemple, cette application, f appliquée à x, m'indique que f doit être de la forme x flèche quelque chose, disons a. Donc f est nécessairement de la forme x flèche a, puisque j'applique la variable f
à la variable x que f est de type grand F et que x est de type grand X. Donc j'appelle a le type de retour et ça me donne le type de l'application. Maintenant, cette deuxième règle d'application me dit que ici j'applique f à quelque chose qui est de type a. Donc, nécessairement, j'obtiens un truc de type b, mettons, et le type f est nécessairement égal à a flèche b. Et je peux dire à l'avance que si j'ai trouvé x, f et a et b qui satisfont ces contraintes, je peux terminer la dérivation de typage parce que les abstractions ne donnent aucune contrainte. Donc la première abstraction me dit que l'abstraction sur x est de type x flèche b, et ensuite l'abstraction sur f est de type f flèche x flèche b. Donc comment peut-on résoudre ces contraintes? Dire que f est de type est égal à x flèche a et aussi égal à flèche b, ça me dit que x est égal à a, que a est égal à b, et donc a, x et b ont la même valeur. Et à ce moment-là, f c'est a flèche b, et le type que j'obtiens pour mon terme, c'est f flèche x flèche b, c'est-à-dire a flèche b flèche x flèche b, mais comme x c'est pareil que a et que b, c'est par exemple b flèche b, c'est le type des itérateurs. Donc les typages admissibles pour le terme 2, ce sont tous les types de la forme b flèche b, les types d'itérateurs. Remarquez que ce raisonnement est tout à fait analogue à celui que j'ai fait quand je me suis demandé quelle version typée de 2 j'avais le droit de constituer à la Church. Et en effet, se demander au sens du typage à la Curie si S est typable, c'est exactement se demander si je peux fixer le type de chaque variable, de sorte que le terme S soit typé au sens de Church. De la même manière, on peut démontrer par exemple que 0 et 1 peuvent tous les deux être typés avec un type de la forme b flèche b flèche b flèche b. Ce type, on va le noter n indice b, c'est le type des itérateurs, des fonctions sur le type b. On peut alors montrer que les types n indice b sont exactement les types qui permettent de typer tous les entiers de Church. Dans un sens, c'est direct. Si ça type tous les entiers de Church, alors en particulier ça type 2, et on a vu que les types de 2 sont exactement les types NB. Et réciproquement, il faut montrer que tous les entiers de Church peuvent être typés avec un type NB. On fait les deux abstractions sur f et sur x. Donc on a l'hypothèse que f est de type b flèche b, que x est de type b, et on doit dériver que f appliqué n fois à x est de type b. Ça se fait simplement par récurrence sur n. Quand n vaut 0, c'est juste x qui est de type b. Et pour chaque application successive, on va utiliser la règle d'application. On a mieux que ça. On peut aussi montrer que les opérations, ou en tout cas certaines opérations sur les entiers, sont bien typées pour ces types d'itérateurs. Par exemple, on peut vérifier que l'addition, le terme d'addition qu'on a donné dans la fiche d'activité précédente, a bien le type les entiers sur b, flèche les entiers sur b, flèche les entiers sur b. Donc prenez quelques minutes pour le vérifier. On peut également faire ce travail avec une version de la multiplication. Alors je ne prends pas le même terme pour la multiplication que dans la fiche d'activité. Je me donne un nouveau terme pour la multiplication qui a cette forme, lambda A, lambda B, lambda F, lambda X. J'applique A à l'application de B à F et à X. L'intuition, c'est que ça représente la multiplication parce que si A et B sont des entiers, alors appliquer F A fois B fois sur X, c'est pareil que appliquer A fois l'itéré BIM de F sur X. Donc, comme exercice, vérifiez que ce nouveau terme pour la multiplication représente effectivement la multiplication au sens de la fiche d'activité, et que celui-là a également le type d'une fonction binaire sur les entiers. Par contre, le terme de multiplication qu'on a donné dans la fiche d'activité n'a pas exactement ce type-là. Il a aussi un type entier, flèche entier, mais vous pouvez vérifier, et je vous encourage à regarder, que le type sur lequel on itère dans chacun de ces types d'entiers ne peut pas être le même. Donc plus précisément, je vous demande de chercher le typage le plus général de la multiplication avec le terme de multiplication donné dans la fiche d'activité. On peut alors se demander plus généralement quelles sont les fonctions sur les entiers
qu'on peut représenter par des termes typables, on ne va pas répondre à cette question, mais on peut simplement dire qu'en réalité, on peut en faire très peu, et essentiellement, on peut faire l'addition et la multiplication, et pas beaucoup plus. La résolution générale de ce problème est assez technique, mais on peut retenir que si on cherche à représenter les fonctions sur les entiers naturels de manière typée, les entiers de Church, dans ce système de type simple, là, de ce type fonctionnel simple, ne sont pas vraiment adaptés, c'est pas très puissant. Pour continuer, intéressons-nous aux propriétés intrinsèques de ce système de typage. Dans un premier temps, on va regarder le lien entre les variables déclarées dans le contexte et les variables libres dans le terme qu'on est en train de typer. La première remarque, le premier résultat, c'est que quand on type un terme, nécessairement toutes les variables libres de ce terme sont déclarées dans le contexte de typage, font partie du support, c'est-à-dire de l'ensemble des variables typées dans le contexte de typage. La preuve de ce résultat est extrêmement simple, on l'a fait par induction sur la dérivation. Le seul cas important, c'est celui de l'abstraction. Dans l'abstraction, la variable abstraite n'est plus libre et on la retire du contexte. Donc il se passe exactement ce qu'il faut. D'autre part, si une certaine variable est déclarée dans le contexte, mais pas utilisée par le terme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas libre, alors on peut l'enlever. Là encore, la preuve se fait par une induction directe sur la dérivation. Et là, le cas important, c'est le cas de base. Dans la règle de typage de la variable, je n'ai besoin que du type de cette variable. Le type des autres variables ne m'intéresse pas. Ce que nous disent ces deux premiers résultats, c'est que la possibilité de donner le type A au terme S dans un certain contexte ne dépend que du choix des types des variables libres du terme dans ce contexte. Les choix que je fais pour les variables qui ne sont pas libres ne jouent aucun rôle. Enfin, on a une forme de réciproque au deuxième résultat, qui nous dit que si on a réussi à typer S avec un certain type, dans un contexte donné, alors on peut toujours rajouter une hypothèse de typage supplémentaire et conserver ce typage. Et ça, c'est l'analogue en lambda calcul de l'admissibilité de l'affaiblissement pour la déduction naturelle. Par ailleurs, comme dans le cas du typage à la Church, la typabilité est stable par bêta-réduction. C'est-à-dire que si j'ai un certain terme S, typable de type A dans un contexte gamma, et que je fais une bêta-réduction dans S, j'obtiens un autre terme qui est lui aussi typable de type A dans le contexte gamma. Et là encore, le cas critique, le cas intéressant, c'est celui du bêta-redex. Si j'ai lambda XS appliqué à T qui est de type B dans un contexte gamma, c'est que j'ai utilisé la règle d'application et donc que T est de type A dans le même contexte et lambda XS est de type A flèche B dans le même contexte. Mais dire que lambda XS est de type A flèche B dans ce contexte, c'est nécessairement dire que gamma virgule X de type A me permet d'énoncer que S est de type B. Donc les hypothèses que j'ai écrites ici, S est de type B dans le contexte gamma virgule X de type A, et T est de type A dans le contexte gamma, c'est celle que j'obtiens en supposant que le redex, lambda XS appliqué à T, est de type B. Sous ces hypothèses, il me faut montrer que la substitution, S où je remplace X par T, est de type B dans le même contexte gamma. Là encore, la preuve se fait par une induction très simple sur S. On se retrouve donc avec deux paradigmes pour le typage, celui de Church, où les variables sont typées à l'avance et un terme peut être ou bien typé ou bien mal typé, et celui de Curry, où les variables n'ont pas de typage décidé à l'avance, et où, dans un certain contexte de typage, un certain terme peut avoir un certain type ou pas, et ce type n'étant pas déterminé uniquement. Dans la version à la Curie, on peut même avoir plusieurs dérivations d'un même jugement de typage. C'est-à-dire pour un contexte et un type donné, on peut avoir plusieurs dérivations de typage. Ceci dit, la variété de ces dérivations n'est pas énorme, puisque la structure de l'arbre est entièrement dictée par la syntaxe du terme. Tout ce qui peut changer, ce sont les types de conclusion et les types des variables liées dans les contextes de typage plus haut dans l'arbre. Les deux paradigmes sont étroitement reliés, d'une part parce que pour
chaque dérivation de typage à la Curie, je peux associer un terme bien typé à la Church. Les types des variables sont exactement ceux qui sont fixés dans les contextes. Réciproquement, si je me donne un terme bien typé à la Church, la seule information qui me manque pour construire une dérivation de typage à la Curie correspondante, c'est un choix de variable typée qui contient les variables libres du terme t. Donc la correspondance est entre les dérivations de typage à la Curie et les termes bien typés à la Church. Il y a quand même quelques subtilités qui distinguent les deux systèmes. D'abord, on a vu qu'il était absolument évident de savoir si un terme à la Church est typé, bien typé ou non. Il suffit de vérifier par application des règles de typage que aucune contrainte de compatibilité dans une règle d'application n'est violée. Tandis que, étant donné un terme pur, savoir s'il admet un type, ou étant donné un jugement de typage, savoir si ce jugement est dérivable, ça reste décidable, mais c'est pas du tout évident. En particulier, ça n'est pas linéaire en la taille du terme et des types. Puisqu'on a vu que ça se ramenait à la résolution d'une certaine forme de contrainte équationnelle. Et donc pas aussi évident que le bon typage à la Church. Et surtout, on aura l'occasion d'introduire des systèmes un peu plus riches que les types fonctionnels simples. Et dans ces extensions, la différence entre les deux paradigmes peut devenir beaucoup plus importante, avec par exemple un typage à la Church toujours décidable et linéaire, alors que la typabilité à la Curie peut devenir ou bien exponentielle, voire non décidable. Une autre différence importante est qu'on peut être amené à donner des définitions, par exemple pour la sémantique, sur les termes typés à la Church, alors que ces mêmes définitions, ou l'analogue de ces définitions, se ferait sur les dérivations de typage, dans le typage à la Curie. Par exemple, on peut parfaitement reproduire la sémantique dénotationnelle dans l'interprétation ensembliste pour le typage à la Curie, et alors, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque dérivation, on associe une fonction. Et il n'est pas du tout évident de voir que, en réalité, le résultat de la sémantique ne dépend que du terme et pas de la dérivation. C'est une subtilité qu'on glisse souvent sous le tapis et qui se résout en considérant plutôt le système à la Church, qui est celui pour lequel les définitions sont les plus adaptées. On l'a déjà dit au cours précédent et on l'a déjà dit pendant cet exposé, les règles de la déduction naturelle, minimale applicative, c'est-à-dire les règles simplement axiome, introduction de l'implication, élimination de l'implication, sont exactement les règles de typage à la Curie. Si j'oublie les termes et les variables dans les dérivations de typage, je me retrouve avec des arbres de preuve en déduction naturelle minimale implicative. Et cette correspondance nous permet de voir une preuve comme une dérivation de typage et réciproquement, et fait apparaître des analogies intéressantes. Par exemple, on a vu que le fait qu'on puisse rajouter librement une déclaration de type de variable dans un contexte de typage, c'est l'analogue exact de l'admissibilité de l'affaiblissement en déduction naturelle. Et on a mieux que ça, dans le théorème de réduction du sujet, qui nous dit que dans une dérivation de typage, on peut faire une étape de bêta-réduction et obtenir une dérivation avec le même type dans le même contexte, la transformation que la bêta-réduction fait subir à la dérivation de typage, c'est exactement celle qu'on a décrite comme une étape d'élimination des coupures en déduction naturelle, donc entre l'introduction de l'implication et l'élimination de l'implication. On a donc une correspondance exacte pour ce qui concerne simplement les types fonctionnels simples d'un côté et la déduction naturelle minimale implicative, entre les types et les formules, les variables dans le contexte de typage et les hypothèses dans les contextes de preuve, les dérivations de typage et les arbres de démonstration, et la bêta-réduction, et l'élimination des coupures. Donc cette correspondance très précise, cet isomorphisme en quelque sorte entre les dérivations de typage et les preuves en déduction naturelle, c'est ce qui s'appelle la correspondance de Curry-Howard. Elle avait été parfaitement comprise par Curry, mais on lui associe également le nom de Howard, qui était un étudiant de Curry, et qui l'a, d'une certaine manière, remise au devant de la scène dans les années 60-70,
avec l'idée que cette correspondance permet d'établir un pont entre la théorie des langages de programmation d'un côté, où on s'intéresse aux propriétés, mettons, des programmes fonctionnels, du lambda calcul, de la bêta réduction, vu comme un processus de calcul. Par exemple, la sémantique dénotationnelle, ça vient du lambda calcul. De l'autre côté, la théorie de la démonstration, la logique, avec l'idée que les deux jambes de cette correspondance bénéficient mutuellement des apports de chacun. Les outils d'étude de la programmation permettent également d'étudier la logique, et la structure et les propriétés de la logique donnent des garanties sur le comportement des programmes. Et typiquement, le théorème d'élimination des coupures a comme contrepartie, côté calcul, un théorème de normalisation, qui nous dit que si un terme est typable, alors il admet une forme normale. Et la preuve de ce théorème, c'est essentiellement celle du théorème d'élimination des coupures. En effet, une coupure en déduction naturelle, c'est très exactement un regex typé. On peut tirer les conséquences de ce résultat à la fois du côté calcul et du côté logique. Pour la logique, on peut par exemple montrer que la formule de Peirce, A implique B, implique A, tout ça implique A, n'est pas prouvable en logique minimale. Notez qu'à partir de ce point, je ne fais pas de différence entre le connecteur d'implication et la flèche des types simples, puisqu'on a vu que c'était essentiellement la même chose. Donc, si cette formule P était toujours prouvable en logique minimale, on aurait donc un arbre de démonstration, de conclusion, thèse P. Je peux voir cet arbre comme une dérivation de typage pour un certain terme, disons T. Donc j'aurai une dérivation de typage du jugement thèse T de type P, en général. Or, si T est typable, par le théorème précédent, il admet une forme normale. Et grâce au théorème de réduction du sujet, cette forme normale est elle-même du même type. Donc, si P était prouvable en logique minimale, il existerait un lambda terme en forme normale, typable, de type P dans le contexte vide. Comme le contexte doit contenir toutes les variables libres du terme, vu que le contexte est vide, T n'a pas de variable libre. Donc, si P était prouvable, il existerait un terme T, irréductible, sans variable libre, donc clos, qu'on puisse typer avec le type P. Pour montrer que ça n'existe pas en général, je vais choisir pour A et B des variables atomiques distinctes. Alors je peux utiliser le résultat général sur les formes irréductibles. Je sais que T, c'est une série d'abstractions, et avec comme corps de fonction une variable, la variable de tête, appliquée à des sous-termes, qui sont nécessairement eux aussi irréductibles. Comme T est un terme clos, il faut que X ne soit pas libre dans T. Et pour ça, il faut que X soit nécessairement l'un des XI. En particulier, N ne vaut pas 0, il y a au moins une abstraction. Ça veut dire que ma dérivation de T et de type P a comme dernière règle la règle d'abstraction, et donc comme prémisse quelque chose de la forme X de type A implique B implique A, thèse le corps de mon abstraction de type A. Or, A est une formule atomique, c'est un type atomique. Et donc, le corps de ma fonction, ce qui se trouve sous le lambda x1, ne peut pas être une abstraction, puisque une abstraction a toujours un type flèche. C'est donc que n vaut nécessairement 1, et donc le seul choix possible pour x, c'est x1. Donc mon terme t s'écrit sous la forme lambda x, x appliqué à des sous-termes, et la prémisse de ma règle d'abstraction, c'est nécessairement, sous l'hypothèse que x a le type a flèche b flèche a, x appliqué à t1, etc., tk, a le type a. Alors je suis sûr qu'il y a au moins une application ici, c'est-à-dire que k est non nul, parce que si k était nul, j'aurais ici simplement le terme réduit à la variable x, or x a un type qui n'est pas réduit à a. Donc nécessairement j'ai au moins une application, et donc k est supérieur ou égal à 1. Maintenant si j'applique x à quelque chose, x attend comme premier argument quelque chose de type a flèche b, donc T1 va nécessairement être de type A flèche B. Le résultat de x appliqué à T1 est nécessairement de type A, et donc ça je ne peux plus l'appliquer à quoi que ce soit d'autre. Donc je sais en plus, même si ça ne me sert pas pour la suite,
que k est égal à 1, donc il n'y a pas d'autre application que celle de x à t1. Je suis donc arrivé à une situation où je sais que si P est prouvable, avec A et B atomiques et distinctes, alors il existe un terme T1, tel que dans le contexte où X est de type A flèche B flèche A, ce terme T1 est de type A flèche B. Maintenant j'itère mon raisonnement sur T1. Je sais que T1 est irréductible, donc il s'écrit sous la forme usuelle des formes normales, et avec le même raisonnement que précédemment. Ici j'ai un type flèche, il n'y a qu'une seule flèche, donc il y a exactement 0 ou une abstraction ici, il ne peut pas y en avoir plus, puisque la première va manger A, et donc j'ai plus de type flèche ici pour une abstraction suivante. Donc je sais que M est inférieur ou égal à 1 ici. Si jamais j'avais effectivement une abstraction ici, c'est-à-dire que m égale 1, bien la règle d'abstraction me dirait que j'ai comme prémisse le contexte où je rajoute l'hypothèse que y1 est de type A, et comme conclusion, j'ai qu'il faut montrer que y appliqué à u1, etc., ul, est de type B dans ce contexte. Or, dans mon contexte, je n'aurai que deux variables, x, qui est de ce type-là, avec comme conclusion A, et y1 de type A. Que ce soit avec x ou avec y1, aucune application de x à quelque chose ou de y1 à quelque chose ne peut produire le type B. Donc c'est impossible d'avoir une abstraction ici. Donc nécessairement que m est égal à 0. Comme la seule variable libre que j'ai à ce moment-là, c'est x, nécessairement ce y ici, c'est x. Et donc T1, c'est nécessairement x appliqué à U1, etc., UL. Mais on a déjà vu que x avait un type qui est une A flèche B flèche A, donc ça attend un argument de type A flèche B et ça fabrique du A, et ensuite je ne peux plus l'appliquer à quoi que ce soit, donc nécessairement L est égal à 1. Et donc T1, la seule forme possible qui permette d'assurer ce typage, c'est x appliqué à U1. Avec U1, qui doit être un argument possible pour x, donc U1, il doit avoir le type A flèche B lui aussi. Et vous voyez, nécessairement, T1 est de la forme x appliqué à U1, mais U1 a exactement la même propriété que T1. Donc nécessairement, U1 va être de la forme x appliqué à V1, avec V1 qui est pareil, et ainsi de suite. Et il est bien évident que ce processus ne peut pas être itéré indéfiniment, il faut bien que ça s'arrête à un moment, et donc on va échouer. Donc ce qu'on démontre, c'est un petit lemme, qui est le suivant. Il n'existe pas de terme V, tel qu'on puisse dériver V de type A flèche B, sous l'hypothèse que X est de type A flèche B flèche A. Et la preuve est par récurrence sur la taille de V. En taille nulle, il n'y a rien à faire. Et le pas de récurrence se démontre en disant que si V a ce type, il est nécessairement de la forme X appliqué à V', qui respecte exactement la même condition, et donc à qui on peut appliquer l'hypothèse de récurrence, et donc il n'y a pas de tel V', donc il n'y a pas de V. On a donc ainsi démontré formellement que la formule de Peirce n'est pas démontrable en logique minimale, alors que je vous rappelle que c'est une tautologie au sens booléen. Du côté calcul, on peut également utiliser le théorème de normalisation pour restreindre la forme des termes d'un certain type. Par exemple, on peut montrer que le type des itérateurs, c'est exactement le type des entiers. On sait déjà que tous les entiers de Church ont tous les types d'itérateurs. On peut montrer qu'un terme a tous les types d'itérateurs, si et seulement si c'est un entier. Alors il y a une petite subtilité, c'est que l'identité a également un type d'itérateur qui correspond à une certaine version de l'entier de Church 1. On a vu que l'identité 1 se comportait de la même manière dès qu'on leur fournissait deux arguments. Donc, précisément, ce qu'on montre, c'est que si un terme admet tous les types d'itérateurs, alors ce terme a comme forme normale l'identité ou bien un entier de Church. Comment on fait ça? On suppose que S a tous les types d'itérateurs, en particulier, il a les types d'itérateurs sur les types atomiques. Donc on suppose que S est de type n indice x, où x est un type atomique. Comme S est typable, il est normalisable, donc sa forme normale a le même type, grâce au théorème de réduction du sujet.
Et donc il nous suffit de montrer que toute forme normale du type n indice x est nécessairement ou bien l'identité, ou bien un entier de Church. Alors, je ne détaille pas cette preuve, je vous encourage à le faire, mais c'est tout à fait analogue à ce qu'on vient de faire pour la formule de Peirce. Le typage plus la normalisabilité nous donne des contraintes fortes sur la forme des lambda termes qu'on considère. Et je termine en notant qu'en fait, on a une propriété bien plus forte que la normalisation, qui est que quand un terme est typé, il ne donne pas de suite de réduction infinie. C'est-à-dire que non seulement il existe une suite de réduction qui l'amène à une forme normale, mais en plus, quel que soit le choix qu'on fait de suite de réduction issue d'un terme typable, cette suite de réduction est forcée d'aboutir à une forme normale. C'est ce qu'on appelle la propriété de normalisation forte. Il n'y a pas de suite infinie de réduction issue de ce terme. Alors notez qu'évidemment, un terme fortement normalisable est nécessairement normalisable au sens simple, puisqu'il suffit de choisir un redex quelconque à chaque étape, et ce que nous dit la normalisation forte, c'est que quoi qu'on fasse, on va aboutir à une forme normale. Réciproquement, ça ne tient pas. On peut parfaitement être normalisable tout en autorisant des réductions infinies. On a déjà vu le cas plusieurs fois, et en particulier, si j'applique 0 à oméga, je peux réduire indéfiniment dans oméga, mais le jour où je réduis le redex 0 appliqué à oméga, j'arrive à l'identité, et là c'est une forme normale. Pour la preuve de ce résultat, je vous propose un déroulement détaillé en exercice, dans lequel on démontre donc que, étant donné un terme typable, ce terme est fortement normalisable, et pas seulement normalisable. Là encore, la réciproque est fausse. On peut parfaitement être fortement normalisable sans être typable. Tout simplement parce qu'on peut parfaitement être en forme normale et typable. On a déjà vu que delta n'était pas typable et delta est une forme normale. Ce résultat de normalisation forte est un résultat essentiel pour le lambda calcul typé et plus généralement pour les liens entre logique et calcul. On voit que la logique donne des garanties fortes sur le comportement calculatoire des termes. Dans le prochain cours, on continuera à creuser ce lien en enrichissant le système de type de diverses manières, soit pour capturer plus de fonctions calculables, soit pour représenter calculatoirement plus de connecteurs logiques, par exemple.